Et quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur reste encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans réfléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Marcel Proust nous dit tout ici de ce dont chacun d'entre nous a fait maintes fois l'expérience. Céline Héléna ne disait-elle pas qu'elle était brodeuse de souvenirs? Comment tout cela, en fait, fonctionne-t-il donc? Bien, pour mieux l'appréhender, écoutons Ira Gurdon, directeur de recherche en neurosciences au CNRS, dont les études portent, entre autres, sur la représentation des odeurs dans le cerveau. Il ne pourra pas tout nous dire. En 25 minutes, ce n'est pas possible. Aussi, je vous recommande de vous plonger dans un livre auquel il a largement participé. Le voici, Le grand livre du parfum. Et je vais appeler M. Ira Gurdon à la tribune pour sa communication. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Jacques, pour cette invitation, pour cette première venue pour moi aux Assises. J'en suis totalement enchanté. Et je n'ai jamais eu, je dois vous avouer, une introduction comme ça. Les deux talks qu'on vient d'avoir, les deux présentations, vont introduire parfaitement et vont illustrer en fait tout ce que je vais vous dire sur le voyage cérébral, c'est-à-dire interne que nous allons faire. Nous avons senti beaucoup de choses à l'extérieur, etc. Mais qu'est-ce qui se passe quand Céline nous dit sentez le premier parfum, le truc qui est linéaire, sentez le deuxième parfum, le truc qui est dansant. C'est le cerveau qui nous fait en fait traduire tout ça, et je vais essayer de vous faire le petit voyage neuronal qui va tenter de cadrer en fait tout ce qu'on vient de dire. Et vous voyez déjà que j'utilise des choses que Elisabeth a montrées tout à l'heure avec Jacques, le parfumeur évidemment du XVIIe siècle, avec toutes ces merveilleuses plantes odorifères, odorantes, le jasmin, l'orange et la rose. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup plu, Jacques, c'est l'affiche. L'affiche qui est magnifique, où on voit en fait trois parures, évidemment le tissu, les bijoux et le parfum. On voit très bien la main qui va être ensuite en contact avec la peau. Et ça, en fait, cérébralement, ça se traduit par trois de nos sens. Le toucher, évidemment, vous voyez le tissu, les bijoux, l'odorat avec le parfum, et bien sûr la vue, l'esthétique de la vue, la vision de ce que l'on voit de ces parures. En bas, je vous ai mis en fait peut-être vraiment le thème que je vais aborder, c'est-à-dire comment on va former l'image d'une odeur dans le cerveau, et notamment l'image de la Madeleine. Comme vous savez tous maintenant, c'est cette année, le 18 novembre 1922, Marcel Proust est décédé. Nous fêtons le centenaire de son décès, et donc pour lui rendre hommage, avec Jacques, nous avons pensé que ce voyage interne dans notre cerveau serait tout à fait adéquat dans ces assises. La flèche parfumée du temps, je n'ai même pas besoin de le faire, puisque Jacques et Elisabeth me l'ont fait très très bien. Je rappellerai juste quand même qu'effectivement Montpellier est quand même la première capitale du parfum, et notamment grâce à un scientifique, un chimiste, médecin, apothicaire, Arnaud de Villeneuve, qui a donné aussi son nom à la faculté de médecine à Montpellier, qui était vraiment un savant vraiment génial, que l'on méconnaît un peu en France. C'est quelqu'un qui était très érudit, qui connaissait en fait toute la littérature arabe et persane de la médecine, et qui connaissait également, bien sûr, tout ce qui avait été fait dans l'Antiquité, notamment les œuvres de Galien. Donc ensuite, évidemment, Grasse est arrivé, puis tout ce qu'on a dit, Napoléon qui était addict à l'eau de Cologne, comme Louis XIV était addict à la fleur d'oranger, et puis Coco Chanel, dont on a parlé longuement. Alors, le nez, l'organe nez, sans parler de parfum, c'est une obsession chez l'être humain. Alors, vous pouvez voir à différentes époques le magnifique petit nez séducteur de Cléopâtre, l'énorme nez moins séducteur, plutôt laid de notre ami Cyrano, le nez qui va changer de taille chez Pinocchio, et enfin
pour les plus anciens d'entre nous, le nez de la sorcière bien-aimée. Mes étudiants en master ne comprennent jamais pourquoi je leur mets ce truc, parce que pour eux, ça ne veut rien dire. Mais nous le savons dans cette génération. Donc voilà, nous savons qu'on peut faire de la magie avec notre nez. Ça va jusque-là. Évidemment, dans l'histoire de l'humanité, des philosophes, des scientifiques, il y a eu d'énormes batailles sur qu'est-ce que c'est que cette odeur imperceptible, invisible. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? J'ai opposé juste là Proust à Freud. Alors Proust admirait Freud et Freud détestait Proust. Son style ne lui convenait pas du tout. Mais ils étaient absolument donc opposés sur le fait que Marcel Proust, comme l'a dit très bien Jacques en citant l'exemple de la Madeleine, était un fan absolu des odeurs, des sens en général, de la gustation aussi, des saveurs. Et Freud, en fait, s'en méfiait énormément, comme les philosophes grecs, comme étant l'odorat, comme étant le sens animal à éviter absolument, le truc dangereux qui peut nous ramener à des névroses qui sont incontrôlables. Évidemment, c'est Marcel qui avait raison, et les scientifiques l'ont très bien prouvé au cours du XXe siècle. Et jusqu'à même ce livre qui a été publié par un collègue neurobiologiste américain qui dit que Marcel Proust est un neurobiologiste, c'est-à-dire dans sa façon de décrire la mémoire, et notamment la mémoire olfactive et gustative, il le fait comme les scientifiques modernes le font, c'est-à-dire que son intuition d'écrivain, de génie littéraire, l'a mené en fait à faire une description scientifique tout à fait exacte. Et encore de nos jours, on étudie ces textes-là pas en cours de littérature, en cours de biologie, on le fait en master, parce qu'il avait trouvé, en fait, par son génie, le fonctionnement même de la mémoire olfactive. Alors, le cerveau, si vous voulez faire simplement comment ça marche, en fait, et surtout ce cerveau olfactif qui nous fascine depuis tout à l'heure, qu'on a senti ces odeurs. Alors, le cerveau, ça sert de transmetteur, d'interface entre le monde extérieur et le monde intérieur. Le monde intérieur, c'est notre corps, à nous, individuel, et le monde extérieur, le vaste monde, c'est plein de stimulations sensorielles. Si je prends juste une molécule odorante, toute molécule simple, moche, la vanilline, on en trouve partout dans le yaourt à la vanille, le truc qu'on n'aime pas, en fait, si on le sent tout seul comme ça, c'est pas super. Le cerveau et le système olfactif, en fait, va traduire ce message qui est extérieur, qui ne va jamais rentrer dans mon corps, il va le traduire dans une activité neuronale. Les neurones, ce sont les cellules du cerveau, et leur job, c'est de coder, c'est de faire des petits algorithmes, si vous voulez, cérébrales, de ce qu'il y a autour de moi, dont les odeurs. Et donc, c'est cette discussion, ce dialogue, comme on l'a eu tout à l'heure avec Céline qui nous faisait parler, mais les neurones, ils ont aussi un peu tendance à faire ça, à dialoguer tout le temps, à s'interroger. Et ils le font, en fait, à travers des structures qu'on appelle des synapses. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme-là. C'est le point de contact et de dialogue et de codage pour les neurones. Et c'est dans ces endroits-là qu'on va stocker, en fait, cette information olfactive. Et quand Céline va nous dire « Est-ce que ça vous dit quelque chose ?» C'est les synapses dans notre cerveau qui vont travailler et essayer de retrouver l'information. Et on l'a déjà dit, et on l'a très très bien dit, l'odeur, en fait, c'est beaucoup plus que l'odeur. Comme vous voyez, ce sont des mémoires, des émotions, ce sont des prises de décision. À Noël, est-ce que je vais acheter plutôt le Chanel ou le Dior? Tout à l'heure, Jacques parlait de la compétition entre différents parfums. Une prise de décision pécuniaire importante, donc du coup le cerveau il a intérêt à bien marcher là, et aussi une action motrice. À la fin je vais payer, donc je vais aller dans une boîte de parfumerie et je vais sortir l'argent. Et pour faire ça, j'ai toujours besoin d'attention et de motivation. Le cerveau ou notre corps ne fait jamais rien sans attention et motivation, et les odeurs sont des très 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 bons stimulants de l'attention et de la motivation. Et puis la réception de ces odeurs, la perception de ces odeurs, ça dépend beaucoup de notre état interne. Quand je suis à jeun, alors là, vous êtes à satiété, donc ça va, mais tout à l'heure, peut-être avant l'apéritif, vous allez voir que votre sens olfactif, il est beaucoup plus sensible, c'est-à-dire que vous allez sentir les odeurs d'aliments de bien plus loin que vous le feriez si, maintenant, où vous êtes à satiété. Donc du coup, votre état interne et les hormones que vous avez à l'intérieur de votre corps influencent votre sensibilité olfactive. Et c'est vrai, d'autant vrai chez vous, mesdames, que dans le système olfactif, il y a énormément de récepteurs aux oestrogènes et vous pouvez prendre toutes les études de l'univers sur la sensibilité entre les femmes et les hommes et ce sont toujours les femmes qui gagnent. Mais largement, hein, ce n'est pas les petits trucs, il n'y a pas une petite différence, vous êtes bien plus fine que nous. Et puis, mon action motrice, comportementale, parce que quand je sens une odeur, je fais quelque chose. Alors, je peux parler, comme on l'a fait avec Céline. C'est une sortie comportementale, c'est une sortie motrice. Je bouge la bouche, c'est une sortie motrice. Mais ça peut être aussi d'aller chercher mon yaourt à la vanille parce que j'ai senti la vanilline et ça m'a attiré.
Donc ce comportement, il est toujours adapté à mon environnement et à la survie de mon corps, hein, à la base, et puis ensuite à sociabiliser. Alors, à quoi ça ressemble des odeurs, hein, ces trucs que l'on ne voit pas? Souvent, ce sont des aromates. Alors, donc, les aromates, ça veut dire qu'il y a un cycle aromatique. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a un cycle aromatique dans la vanilline, de l'inalol, l'acide cinnamique, mais ça peut aussi être des molécules linéaires. Si je vous faisais sentir de l'isoamylacétate, ça sent un peu la banane, c'est une molécule chimique, mais cette molécule existe aussi dans l'odeur de banane, naturelle. C'est une molécule qui est linéaire, il n'y a pas de cycle aromatique de type benzène, mais ça sent aussi très bon. Alors, les trucs linéaires, souvent, ça sent pas très très bon, parce que, regardez, l'acide butyrique qui est en bas là à gauche, c'est un acide gras qui va sentir le beurre rance. Et franchement, c'est un peu le comté que vous allez laisser traîner sur la table. Puis ça va faire des petites gouttelettes à bout d'un moment. Vous avez déjà vu là, quand ça sue, là, le fromage. Et bien, cette odeur-là, dans cette gouttelette-là, c'est de l'acide butyrique. Et on peut même aller plus, j'allais dire plus pire, comme diraient mes étudiants parfois, pire, vers l'éthiol, c'est-à-dire des odeurs qui vont contenir des atomes de soufre. Et alors ça, le soufre, il n'y a aucun mammifère qui aime ça. C'est vraiment signe de danger, et c'est signe de danger parce que ça sent souvent le chou pourri. Donc du coup, généralement, les trucs avariés, ça sent le soufre. Bon, le gaz aussi, vous allez me dire, mais ça, c'est artificiel. On met en fait des molécules soufrées pour qu'on fasse attention au gaz. Donc vous voyez comme c'est prégnant chez l'homme. Et donc du coup, ça vous indique que l'aliment n'est pas bon à consommer. Et vous n'avez pas besoin de regarder l'aliment. Juste en sentant l'aliment, vous allez dire, non, ça, je ne prends pas, c'est soufré, ça picote. Non, c'est pas bon pour moi, on change de nourriture. Alors, est-ce que je peux essayer de vous expliquer comment marche la perception cérébrale, les doigts dans le nez? Parce que comme depuis tout à l'heure, nous avons cité des expressions, je me suis dit, je vais en faire aussi moi une petite, mais on a plein des expressions. Ne pas mettre son nez dehors, ne pas sentir quelqu'un, la moutarde me monte au nez. Je suis sûr qu'on ferait un sondage, on en sortirait 500. Mais en fait, ça prouve quoi? C'est rigolo de dire ça, mais ça prouve quoi? Ça prouve que nous sommes obsédés par ce sens olfactif. Contrairement à ce que pensait Freud, c'est hyper important dans la vie de tous les jours, en fait. Alors, essayons de regarder le cerveau. Alors ça c'est un peu moche, hein. C'est pas une jolie tête de mannequin, généralement. On a vu tout à l'heure Marilyn Monroe, Chanel, tout ça. C'est très joli. Alors là, c'est moins joli. C'est un cliché IRM d'un cerveau, d'un crâne, d'un visage d'adulte. Et on voit effectivement le cerveau comme un chou-fleur. On en revient un petit peu au chou-fleur, vous voyez, avec tous ces plis-là. Et en fait, pour situer le système olfactif, il faut partir de la cavité nasale. C'est ce que je vous représente ici en vert. Et le premier truc que vous pouvez voir, c'est que derrière votre petit nez, la cavité nasale, c'est quelque chose d'assez volumineux et d'assez complexe, en fait. Et tout au fond de cette cavité nasale, mais vraiment tout en haut, sur le plafond de cette cavité, bien à l'abri, bien au chaud, bien dans l'humidité, on trouve une muqueuse, c'est-à-dire un endroit qui est sensible avec nos détecteurs, nos récepteurs olfactifs. Ça s'appelle la muqueuse olfactive et ça existe chez l'être humain comme chez tous les mammifères. Et il y a deux façons d'aller jusqu'à ces détecteurs. Il y a la façon de la rose, par la voie qu'on appelle orthonasale, c'est-à-dire directe, c'est-à-dire je sens la rose, mais je ne mange pas la rose, je l'ai à distance. Pourquoi je vous dis je ne la mange pas? Parce que la deuxième façon, c'est de manger la madeleine. Quand vous mangez la madeleine, vous mastiquez l'aliment et vous libérez des molécules odorantes supplémentaires dans votre bouche qui vont passer par une voie qu'on appelle rétronasale, en vert, c'est-à-dire une voie qui est à l'arrière-bouche. On appelle ça un orifice oropharyngé, pour faire très scientifique et ORL, mais c'est un petit trou, en fait, par l'intermédiaire duquel les odeurs vont remonter dans votre nez. Et donc, pour avoir une image olfactive complète de ce que vous mangez, vous allez utiliser les deux systèmes olfactifs, à la fois la nasale et la buccale. Et c'est pour ça aussi qu'on dit souvent « Ah, mais la majorité du goût, c'est bien l'odorat ». Eh oui, parce que quand on est un petit peu malade et qu'on a plein de mucus dans le nez, qu'on ne sent plus en fait les odeurs de l'aliment, et notamment les odeurs libérées à la mastication, eh ben, on ne peut plus dire ce que c'est. Par exemple, on prend une soupe qui est orangée. Comment dire s'il y a de la carotte, s'il y a du potiron? C'est impossible quand on a le nez bouché. C'est bien parce que en fait, nous avons besoin de ces deux voies pour identifier l'aliment qui est mangé. Alors, voici un cliché de microscopie électronique, c'est-à-dire un microscope très pointu, qui nous permet de voir un neurone olfactif, c'est-à-dire un détecteur parmi les millions que vous avez dans votre nez. Vous voyez que ça ressemble un petit peu à un ballon de rugby. Là-haut, vous voyez une espèce de brosse, là.
Eh ben, cette brosse-là, c'est ce qu'on appelle les cils olfactifs. Ce sont ces cils qui vont être sensibles en fait à l'arrivée des molécules odorantes. Et retenez bien que ces cils en fait baignent toujours dans le mucus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les odeurs en fait que l'on va détecter, nous les détectons en milieu liquide. C'est-à-dire s'il n'y a plus de mucus, si la muqueuse est asséchée, nous ne pouvons pas détecter les molécules odorantes. Et ça, c'est important parce que nous avons déjà entendu plusieurs fois que les fœtus, notamment dans le 3e trimestre en fait, de la grossesse, peuvent sentir les odeurs qui sont dans le liquide amniotique. Et pourquoi ils y arrivent? Parce que nous détectons les odeurs en milieu liquide. Et quand on est adulte, on garde un petit peu de notre vie fœtale finalement, on va détecter les molécules en milieu liquide avec ce mucus qui tapisse notre nez. Donc j'ai fait la partie, on va dire, apicale, on va dire la tête, mais de l'autre côté, si on descend, il y a une petite fibre qui part, et cette fibre-là, elle va partir vers le cerveau, et vers une structure dont je vais parler tout de suite, une structure qui se trouve juste entre nos deux yeux, qui s'appelle le bulbe olfactif, c'est la première structure qui code les odeurs, et c'est cette même structure qu'on retrouve chez tous les mammifères. C'est-à-dire, si ce soir, en rentrant, vous regardez votre chat, eh ben, son bulbe olfactif, il se trouve entre les deux yeux, comme vous. Vous avez un truc en commun, en fait. Alors, comment ça marche concrètement, ce jeu de puzzle dont Céline a parlé en quelques mots tout à l'heure? Eh bien, sur ces cils donc des neurones olfactifs, vous avez des récepteurs qui sont des détecteurs. Regardez, je vous en ai symbolisé un en vert avec sa partie triangulaire. Imaginez que ce récepteur, c'est comme une serrure et que la molécule odorante qui va arriver, ça va être une clé. Et vous allez, en fait, si le duo marche, si la clé peut rentrer dans la serrure, vous allez tourner la clé et vous allez activer le neurone olfactif. Et comme une voiture, ça va démarrer et envoyer de l'électricité vers le cerveau et donc prévenir le cerveau qu'il y a une odeur. C'est-à-dire que vous allez faire une détection olfactive comme vous l'avez fait tout à l'heure avec les touches. Regardons la molécule, par exemple une molécule complètement hypothétique. Une partie de la molécule peut être reconnue par ce récepteur. Donc je forme une clé et une serrure, ça marche, je tourne la clé, le récepteur, le neurone s'active et le message va au cerveau. Est-ce que je peux détecter d'autres parties de la molécule? Oui, si j'ai un récepteur qui correspond par exemple à la partie orange. Vous voyez que la forme du récepteur n'est pas pareille. Je suis passé d'un triangle à une espèce de rond un peu arrondi. Et là, en fait, je peux détecter une autre partie de la molécule odorante qui est tout à fait un signal acceptable pour le cerveau. Je remets ma clé dans une autre clé dans une autre serrure, je tourne et j'active le neurone olfactif. Et la structure qui est responsable donc de récolter toutes ces stimulations dans mon nez, c'est le bulbe olfactif, la fameuse structure qui se trouve entre les deux yeux, qu'on pourrait appeler le 3e œil, ou ça doit être le 7e chakra, puisqu'on a parlé de chakra. Et entre les deux, nous avons le nerf olfactif, un tout petit nerf qui va faire quelques centimètres de distance entre le nez et le cerveau. Et ce nerf-là, il est très très fragile et il peut s'abîmer. Il s'abîme beaucoup dans les accidents de voiture, notamment des traumas crâniens. Et si ce nerf est coupé, le nez marche, le cerveau marche, mais il n'y a plus d'informations qui passent du nez au cerveau et les personnes ne peuvent plus sentir les odeurs. Et puis à la fin, on en arrive toujours à nos neurones et aux synapses dans notre cerveau pour encoder, pour enregistrer, pour utiliser ces odeurs que nous avons détectées grâce à nos récepteurs. 2 personnes très importantes qui ont eu le prix Nobel en 2004 pour leurs travaux de 1991 sur la découverte des gènes qui codent les récepteurs olfactifs, le triangle et le truc arrondi que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, la découverte de ces gènes était tellement attendue et tellement importante pour le monde de la biologie et de la science en général qu'ils ont eu le prix Nobel seulement en 13 ans. Généralement, les prix Nobel, ça va 20, 30 ans après la découverte. Là, en 13 ans, ils ont eu le prix Nobel. Et en fait, ça a pu expliquer beaucoup de choses en fait, sur l'odorat des mammifères et qu'on ne connaissait pas du tout. Et notamment qu'il y a 2 à 3% de tous nos gènes actifs qui sont réservés sur les gènes qui codent pour les récepteurs olfactifs. Donc là, à mon avis, Freud, il se retourne dans sa tombe parce que c'est un chiffre énorme. Le premier chiffre, en fait, la première famille de gènes, c'est notre immunité pour nous défendre. Donc on a plein de gènes, plein de protéines pour nous défendre, ça on comprend. Mais la deuxième famille, ce sont les récepteurs olfactifs. Et personne ne s'y attendait, en fait. On pensait que, bon, ok, c'était important, mais pas si important que ça. Or, c'est phénoménalement important et l'odorat d'Homo sapiens, de vous et de moi, est puissant pourvu qu'on l'active, qu'on l'entraîne tous les jours. Donc voici différentes espèces avec différents types de récepteurs olfactifs, des familles de récepteurs olfactifs.
La championne des insectes, c'est l'abeille, avec à peu près 170 récepteurs, types de récepteurs, familles. Hein. Ils n'ont pas juste 175, c'est des types de récepteurs. Ils ont des millions et des millions de réplicas de ces récepteurs. Et puis sur Terre, le champion du monde, c'est l'éléphant, avec à peu près 2000 types de récepteurs différents. Et nous, comme ce cuisinier célèbre, on a à peu près 400 types de récepteurs différents. Ça varie entre 300 et 400. Mais en fait, quand je dis 400, c'est pas qu'on peut détecter 400 molécules odorantes différentes, sinon ça serait terrible, vous n'imaginez que 400 molécules. Alors que dans le café, il y a 700 molécules odorantes. Donc du coup, même le café, je ne saurais pas que c'est du café. En fait, comment ça marche? C'est un système combinatorial compliqué à vous expliquer, donc je ne vais pas vous l'expliquer là. Mais en fait, si vous voulez faire un calcul vraiment mathématique simple, il faudrait mettre 400 à la puissance 400, c'est-à-dire un nombre infini pour calculer notre possibilité de détection de molécules odorantes. C'est-à-dire c'est totalement infini. Après, l'identification, de dire qu'est-ce que ça c'est beaucoup plus difficile, on l'a éprouvé là, mais la détection, elle est juste infinie, elle est phénoménale chez l'être humain. Et puis, plus on va s'entraîner, et plus comme ce célèbre chef ou comme cette célèbre parfumeuse, on va être très très performant dans notre sensibilité et notre perception. Alors, du coup, la muqueuse, elle se trouve à ce niveau-là, là, le niveau violet. Je monte d'un étage, je vais dans le bulbe olfactif, qui a un petit paquet de neurones. Et puis là, ça va être le feu d'artifice. Vous allez voir, il y en a plein des structures qui vont être activées. Genre, quasiment la moitié du cerveau est activée par une odeur. Mais l'important, c'est de comprendre les systèmes, pas forcément les noms. Les noms, c'est super, c'est joli, c'est un peu original, mais c'est plutôt les systèmes qui sont importants à comprendre. Les systèmes activés sont les systèmes limbiques. Le limbique, ça veut dire mémoire, émotion et le corps. On a parlé du corps tout à l'heure. La respiration, le rythme cardiaque, le bien-être, ça passe par ce système limbique. Système hédonique, hyper important. Système hédonique, ça veut dire le plaisir. Et on n'a parlé que de ça depuis tout à l'heure. Le plaisir, mais on a aussi parlé du déplaisir. Parce que le système hédonique, il fait les deux. Il fait le yin et le yang. Et en fait, s'il ne faisait pas les deux, ça veut dire qu'il y aurait une petite pathologie cérébrale. C'est toujours important de faire le plaisir et le déplaisir. Et d'avoir des odeurs qui sentent bon, mais aussi des odeurs qui sentent pas bon, pour faire le contraste et enrichir le cerveau dans sa qualité, dans sa mémoire en fait olfactive. Et puis le circuit de la prise de décision, toujours par rapport à une odeur, souvent il y a une prise de décision. Alors la prise de décision simple, ça serait je discute avec mon voisin, parce que j'adore discuter quand je sens un truc et j'ai envie de savoir si mon voisin il aime bien ou pas. Sociabilisation, homo sapiens quoi. Mais ça peut être aussi je fuis. Si ça sent le gaz, si ça sent le brûlé, premier comportement inné, je fuis. Je ne m'arrête pas, je ne vais pas discuter avec mon voisin. Qu'est-ce que tu penses de ce... Non, je fuis. Donc c'est une odeur de survie, c'est une réaction de survie à une odeur qui est essentielle pour la survie de l'être humain. Alors, est-ce qu'on peut fabriquer une petite madeleine dans cette histoire? Eh bien oui, si on s'aide du système limbique et d'une structure qui s'appelle joliment l'hippocampe, parce que ça ressemble à l'hippocampe de mer, mais c'est dans votre cerveau, c'est des neurones, hein. Et bien, dans cet hippocampe, on peut mettre une mémoire épisodique. Donc, ça veut dire qu'on peut coder des épisodes de notre vie, comme des épisodes de Dallas, pour les plus anciens comme moi, ou des épisodes de Game of Thrones, pour les plus jeunes que moi. C'est-à-dire qu'on va enregistrer vraiment des périodes particulières de notre vie. Et si vous aimez tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, là, sur cette session parfum, et ben ça, ce sont des épisodes, vous avez eu 3 épisodes déjà, de parfums que vous allez enregistrer dans votre cerveau, dans votre hippocampe. Et en fait, qu'est-ce que fait Marcel Proust quand il raconte l'épisode de la Madeleine? Il active une mémoire épisodique. L'épisode de sa vie qui s'est passé chez sa tante Léonie. Et donc, il va dire où est-ce que ça s'est passé. Ça s'est passé à Cambrai, en Normandie. Cambrai, c'est une ville totalement fictive, hein, ça n'existe pas. Quoi, la Madeleine? Donc, c'était l'objet de son souvenir, c'était la Madeleine. Et quand? C'était pendant son enfance, parce que quand il va goûter la Madeleine dans le thé, sentir et goûter la Madeleine, c'est un jeune adulte et c'est sa mère qui lui donne la Madeleine. Et il se replonge en fait dans son souvenir, il fait une mémoire vivace de sa mémoire épisodique de ce qui s'est passé à l'époque. Et il le décrit de façon évidemment littérairement parlant géniale. Il y a aussi l'amygdale, qui est une structure qui ressemble à une amande, c'est pour ça que ça s'appelle l'amygdale, mais ce sont des neurones comme les autres, mais qui donnent une valence émotionnelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la joie, de la tristesse, de la peur, et tout ça, ça peut être lié à une odeur particulière. Et puis la valence hédonique, évidemment, Marcel aime l'odeur de Madeleine, comme vous et moi, peut-être, probablement, nous aimons aussi l'odeur de Madeleine. Donc c'est cette valence hédonique que l'on va accorder à une odeur particulière.
Donc vous voyez là, on vient de faire quand même une petite madeleine entre nous. Vous avez plein de madeleines qui vous appartiennent, j'ai plein de madeleines qui m'appartiennent, c'est-à-dire que les madeleines sont extrêmement spécifiques à la personne, sont individuelles, sont vraiment liées à la vie de la personne, mais vraiment individuellement. Ça, c'était une vue que je voulais vous faire de face. Donc ça, c'est vraiment, je me vois dans un miroir, mais en IRM. Et on voit en fait en bas en bleu, vous voyez les flèches, c'est la cavité nasale avec le tissu qu'on appelle des cornets en fait. Ça peut être un cornet respiratoire ou alors un cornet, du coup, un épithélium olfactif. Et en haut, les deux petites flèches entre les deux yeux, je ne vous ai pas menti, ce sont les bulbes olfactifs. C'est les deux sacs de neurones qui codent en fait les cartes d'identité olfactive. Donc voilà, je forme l'image d'une rose dans mon cerveau, et cette image de rose est liée à des mémoires, des émotions, du plaisir, de la prise de décision, de l'imagination, etc., etc. Et bien sûr, tout cela, donc ça demande des neurones et des synapses et un étiquetage et un rayonnage particulier, très, très bien rangé, pas une chambre d'ado, vous voyez, bien comme des livres dans une bibliothèque, mais une bibliothèque dynamique. C'est-à-dire que je peux tout le temps sortir les bouquins, les lire, les remettre ailleurs, mais je sais où je les ai remis, etc. Alors, une petite devinette. Alors, moi, je ne l'ai pas. J'aurais du mal à le faire, d'ailleurs, quand vous allez voir ce que c'est. À peu près 70 molécules odorantes dans cette odeur que... Peut-être vous vous souvenez parmi les odeurs importantes de votre vie. C'est une odeur totalement naturelle dont la pyramide se compose de notes de tête, d'agrumes, pêches, fruités, herbacées, verts, fleuris, un truc qui sent plutôt bon. Le cœur, plutôt noix de coco, caramel, miel, gras, champignons. Et puis le fond, là, on y va, hein, ça tâche, fromage, urine et fesses. Et quand vous mettez toutes ces molécules ensemble, vous obtenez une molécule naturelle, enfin une odeur naturelle qui est essentielle à la survie de tout le monde ici, là, tous. C'est l'odeur de lait maternel. Et vous avez la composition, là, il y en a 70, maintenant on pense plutôt qu'il y en a 100. Donc voilà, ça augmente petit à petit avec les analyses chimiques. Donc vous voyez comme ça peut être un objet olfactif compliqué. Ouais, 70, 100 molécules odorantes, et il faut que le bébé, là, le nouveau-né, il faut qu'il sache ce que c'est, quoi. Et puis, il faut qu'il aille manger. Alors, comment il sait ça? Eh bien, il y a plein d'études maintenant sur les capacités d'apprentissage en fait, olfactif de l'enfant, du nouveau-né, mais qui datent bien avant sa naissance. Donc, au niveau fœtal, on en a parlé plusieurs fois déjà. Donc, 3e trimestre de sa vie intra-utérine, le petit fœtus, il peut sentir et goûter toutes les molécules qui traînent dans le liquide amniotique. Alors, le liquide amniotique, c'est quoi? C'est un filtrage du sang de la maman. Et dans le sang de la maman, qu'est-ce qu'on trouve? Notamment les choses qu'elle mange, les odeurs de ce qu'elle mange, la digestion, puis en fait la métabolisation de ces odeurs qui rentrent dans le sang, puis dans le liquide amniotique, puis le fœtus qui le sent. Et imaginons que la maman aime bien l'ail. Vous voyez le truc, franchement, un bébé qui naît, pour qu'il sente l'ail et qu'il l'apprécie, il ne faut pas pousser, quoi. Eh bien, les bébés dont les mères consomment de l'aïoli, par exemple, ça a été étudié dans le bassin méditerranéen, quand ils naissent 3 heures après la naissance, vous leur présentez une odeur d'ail, qu'est-ce qu'ils font? Ils sourient, ils aiment ça. Alors que si c'était naturellement, naïvement donné à n'importe quel autre bébé, il en serait dégoûté. Ce que je veux dire par là, c'est que là-haut, vous avez un bébé de 3 heures de naissance, hein, il n'a que 3 heures sur cette terre. Vous lui présentez une odeur de vanille qui est l'odeur universelle par essence où tous les bébés adorent cette odeur-là, ou alors une odeur alimentaire de la maman, de ce qu'elle a consommé, notamment pendant son 3e trimestre de grossesse. Là, ça marche, tout va bien. Et en bas, soit l'œuf pourri, soit l'odeur d'ail, soit tout ce que vous voulez, un truc stringent qui pue. Ça, le bébé, il n'aime pas. Donc, vous voyez que dès sa naissance, il a ses préférences, et puis ces préférences vont évoluer avec le temps. Donc, ils vont évoluer dans la famille, hein, c'est le premier creuset olfactif pour l'enfant. Et puis l'école, et puis les amis, et puis la publicité, catastrophique la publicité, parce que vous pouvez totalement influencer un enfant sur ses préférences, olfactives, alimentaires, etc. Et puis ensuite les voyages, les rencontres, les conférences de grande qualité, comme on est en train de vivre maintenant. Non, mais je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Si vous partez d'ici et que la semaine prochaine, vous avez oublié tout ce qu'on vous a dit, ça veut dire que ce n'était pas de grande qualité. Si vous vous en souvenez,
Ça veut dire tout ce que je vous ai dit sur la mémoire épisodique, la Madeleine, etc., tout ce que Elisabeth, Jacques, Céline vous ont dit, là, il y a un truc, parce que c'est important. En fait, c'est important pour la qualité de la vie. Pourquoi ? Parce que ce système olfactif, il code. Il code donc, par exemple, les odeurs alimentaires, mais aussi nos parfums préférés. Et les parfums, c'est hyper important pour notre qualité de vie. Je vais y revenir tout de suite. Donc, ce système olfactif, il est lié au système limbique, mémoire, émotion et le corps. Le plaisir, avec une molécule dont vous avez peut-être entendu parler, la dopamine, qui est la molécule cérébrale du plaisir. L'attention, la motivation. Et puis l'abdomen. Je dis ça, l'abdomen en général. Hein. C'est pour vous dire que vous êtes sensible à toutes les hormones qui circulent, l'insuline, les oestrogènes, toutes les hormones que vous pouvez connaître. Le système olfactif, il est hypersensible à ces hormones et c'est le seul système sensoriel, je répète, c'est le seul système sensoriel qui est sensible à ces hormones. C'est-à-dire que votre vision, il ne va pas être très affecté quand vous avez faim. Par contre, votre olfaction, si. Vous allez être hypersensible aux odeurs alimentaires quand vous avez faim. Donc, c'est ce que je disais. Alors maintenant, quelle place pour l'olfaction dans un monde numérique qui ne parle que d'écran, qui oublie totalement l'odorat ? Alors déjà, premièrement, avec le vieillissement, avec la prise d'âge, il y a une diminution de l'acuité olfactive comme auditive ou visuelle. Hein, c'est normal, c'est l'âge qui fait ça. Donc les personnes âgées, souvent très âgées, vont souffrir d'hyposmie, une diminution de la sensibilité olfactive, ou d'anosmie, c'est-à-dire d'une perte totale de l'olfaction. Et puis il y a des personnes qui souffrent de problèmes olfactifs, mais dont l'olfaction va très très bien. Ce sont les personnes qui sont totalement addictes aux écrans et qui perdent toute capacité attentionnelle aux autres sens, et notamment à l'odorat. Et ils sont pourtant jeunes. Alors, est-ce qu'on peut combattre ça ? On essaye, hein, tous les chercheurs et tout le parterre d'invités qu'il y a ici, de promouvoir la culture olfactive, c'est-à-dire avec l'éducation à l'école, les ateliers de parfumerie, les échanges qu'on peut avoir ici. Et tout en sachant qu'il n'y a qu'une seule association actuellement en France qui s'occupe des personnes qui sont hyposmiques et anosmiques, qui s'appelle anosmie.org. Bon, j'ai l'honneur d'être le référent scientifique depuis le début de cette association. Et pourquoi ? Parce qu'en perdant l'odorat, en fait, il y a un vrai problème de qualité de vie qui va se dégrader. Notamment de liens à l'alimentation, de problèmes de sécurité, les gens qui laissent brûler en fait, des choses dans la cuisine et qui brûlent même des fois toute leur maison, et qui se mettent eux-mêmes en danger, et leurs enfants, etc. Et puis la sociabilisation, on ne sait plus si on sent bon ou mauvais. Donc quand on va au travail, est-ce que je sens la sueur ou pas ? Insécurité sociale majeure. Et tout cela, en fait, fait que les anosmiques et les gens qui souffrent de troubles de l'olfaction, qui sont pratiquement entre 9 et 10 millions de personnes en France, c'est énorme, c'est 10 à 15% de la population, toutes ces personnes-là sont à risque de dépression. Et souvent, quand on va chercher les causes de la dépression, on trouve des problèmes olfactifs. Face à ça, il y a un moyen pour l'instant, c'est le protocole de rééducation olfactive dont vous trouverez un exemplaire sur le site d'anosmie.org, c'est gratuit, vous pouvez aller le télécharger. Il y a même en fait une appli web qu'on a mis au point qui s'appelle covidanosmie.fr pendant le Covid pour aider les gens en fait à retrouver leur odorat. Parce que vous savez que pendant le Covid, il y a eu en fait ce problème d'anosmie subite qui a été catastrophique pour beaucoup de gens. Et d'ailleurs, les Covid longs en souffrent encore. Donc, un moyen d'y remédier, c'est le protocole de rééducation olfactive. Et puis, en EHPAD, en milieu hospitalier, pour les personnes très âgées, pour les personnes Alzheimer, on en a parlé tout à l'heure, l'olfactothérapie, l'aromathérapie. Alors, on dira plutôt aromacologie, parce qu'on dira l'aromathérapie, on va réserver ça pour les choses cutanées, l'antisepsie, etc. Là, pour l'aromacologie, ça va être vraiment pour stimuler l'humeur de la personne, lui faire du bien moralement. Et c'est ce qu'on fait en fait avec l'association Culture et Hôpital qui travaille en gériatrie et la revue Nez que vous trouverez aussi à l'entrée. Et là, on est en train de chercher un mécène en fait pour essayer de mettre le kit, le coffret est mis au point pour faire des ateliers avec les personnes très âgées ou les personnes Alzheimer. Mais on a besoin d'argent pour produire en fait, pour faire les coffrets qui seront distribués en EHPAD. Et j'en ai fini ici avec toutes les dimensions, sauf l'écologie que je n'ai pas le temps d'aborder ici, toutes les dimensions que j'ai pu aborder. Si vous avez des questions, mon mail est ici. N'hésitez pas. Si maintenant, en sortant d'ici, une mémoire qui vous revient, tiens, mais j'avais une question, machin, n'hésitez pas. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et encore merci Jacques.